À quoi bon devenir franc-maçon? À quoi bon être franc-maçon? À quoi bon continuer à être franc-maçon? En fait, c'est vrai, finalement, j'hésite. Pourquoi devenir franc-maçon? J'ai tellement déjà de choses à faire entre l'activité culturelle, sportive, ma vie professionnelle, ma vie amicale, ma vie affective. Peut-être que j'ai encore plein de choses à faire. Alors pourquoi la franc-maçonnerie? Alors l'idée, bien sûr, c'est pas de vous convaincre. Si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous êtes déjà peut-être un peu convaincu. Mais évidemment, il n'y aura pas de bulletin d'adhésion à la sortie de ce temple, hein, bien sûr. Et la franc-maçonnerie, vous savez, elle n'a rien à vendre. Elle peut juste ouvrir la porte à ceux qui demandent d'entrer. L'idée n'est pas de vous convaincre. Hein. Encore une fois, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà fait un premier pas. Et l'idée, c'est de parler de l'espérance qui est porteuse dans la franc-maçonnerie, dans la démarche de la franc-maçonnerie. Alors l'espérance, ça sera un peu le fil conducteur de cette conférence. L'espérance, pour moi, c'est cette petite lumière qui brille en nous et qui nous rappelle qu'il y a quelque chose plutôt que rien. C'est peut-être ce que nous recevons lors de notre initiation. On nous dit, le soir de notre initiation, au premier degré, au degré d'apprenti, vous avez reçu la lumière. C'est-à-dire que quand on devient apprenti, la lumière, on peut y mettre beaucoup de choses. D'ailleurs, après, on peut aussi mettre beaucoup de choses derrière ce terme de lumière. Et puis, je me suis dit que la lumière, finalement, c'était peut-être une petite flamme qui ne s'éteint jamais dès lors qu'on sait la regarder, la retrouver en soi et puis la faire vivre. Cette petite flamme qui ne demande qu'à grandir, qu'à être partagée. C'est cette petite flamme que j'ose appeler l'espérance. C'est ce qui nous donne le courage d'avancer dans le noir. Et je vais vous parler de Julien. Alors Julien, c'est le héros de mon roman que Thierry a présenté, qui s'appelle Madame Iramabi, la concierge de la rue des Trois Frères. Et pour Julien, vous allez le voir, l'espérance, c'est comme une minuterie d'escalier. C'est la minuterie de l'escalier de l'immeuble de la rue des Trois Frères où il vient d'aménager. Alors dans ce roman, c'est l'histoire de Julien, un jeune garçon qui se pose des questions sur sa vie, finalement qui ne s'en pose pas. Julien va aménager dans un vieil immeuble parisien et va rencontrer Madame Iramabi. Madame Iramabi, c'est la concierge justement de l'immeuble de la rue des Trois Frères. Il n'y a pas de hasard, le nom de la rue, c'était les Trois Frères. Alors Madame Iramabi va ouvrir à Julien les portes d'un autre monde. Elle va l'initier, lui l'intellectuel, au monde des gens simples et puis au monde où les animaux parlent. Et en particulier son gros chat noir qui a bien connu Salomon, la reine de Saba et Hiram, le fils de Madame Iramabi qui est mort dans un accident de chantier quelque part en Orient. Alors voilà l'extrait. Voici l'extrait qui parle de l'espérance. La scène se passe un soir lorsque Julien rentre chez lui. La porte de la loge était fermée. Je frappai 3 coups et Madame Iramabi apparut. Mais à cet instant, la lumière s'éteignit et nous nous retrouvâmes dans le noir. Seul le bruit de la pluie sur les vitres de la cage d'escalier venait briser cette sensation de solitude. Pourtant, une petite lumière orangée, faible, vacillante, brillait à ma droite. « C'est le témoin de la minuterie », me murmura Madame Iramabi. « C'est Monsieur Esperanza, vous savez, l'électricien portugais. Je l'ai appelé et il vient juste de l'installer. C'est mieux ainsi, non? On ne risque pas de se perdre, ni de tomber dans l'escalier. On appuie sur l'interrupteur et hop, un peu de lumière, juste assez pour continuer à avancer. » La lumière vacillante de la minuterie me rappelait la veilleuse que mes parents laissaient allumer dans ma chambre. Elle m'aidait à passer du visible à l'invisible domaine des rêves et de la nuit. Elle me guidait dans l'obscurité angoissante du monde incertain du sommeil. Au matin, lorsque la lumière du jour me réveillait, la veilleuse était toujours éteinte. J'avais longtemps essayé de rester éveillé pour saisir l'instant où elle s'éteignait, mais je m'étais toujours endormi avant. La petite lumière orangée de M. Esperanza tremblotait dans l'obscurité. Il suffisait d'appuyer sur le bouton pour faire jaillir la lumière, mais ce geste, qui semblait si facile à réaliser, demandait en réalité un tel effort que souvent les hommes, et moi le premier, préféraient monter dans le noir au risque de se cogner au mur et de se briser les os. Eh bien voyez-vous, la franc-maçonnerie, c'est pour moi cette petite minuterie, cette petite lumière qui vacille dans le noir et qui ne s'éteint jamais. Cette petite lumière qu'on voit à peine, qu'il faut apprendre à retrouver en soi, qu'il faut apprendre à approcher, à faire grandir pour qu'elle devienne une lumière plus grande, plus vive, plus chaude, une lumière qui permet d'éclairer notre chemin et gravir, comme Julien, les marches pour retrouver sa maison. Pour moi, la franc-maçonnerie joue ce rôle. Elle permet d'allumer en nous cette petite flamme et nous aide à la faire grandir. Dans les constitutions de la Grande Loge de France, on trouve les phrases suivantes.
La franc-maçonnerie a pour but le perfectionnement de l'humanité. Bon, jusque-là, ça va. À cet effet, les francs-maçons travaillent à l'amélioration constante de la condition humaine, tant sur le plan spirituel et intellectuel que sur le plan du bien-être matériel. Le perfectionnement de l'humanité. Il y a certainement des sœurs et des frères ici, je vous rassure, vous travaillez bien au perfectionnement de l'humanité. Bon, vaste programme, disons que quelquefois c'est un peu décourageant. Parce que c'est vrai, nous sommes aujourd'hui dans un monde médiatique, dans une course à l'information, qui nous donne l'impression que le monde est fou, sans valeur, que tout va trop vite, un monde sans mémoire où le pire passé pourrait revenir. Et pourtant, si on prend du recul sur le temps et sur l'espace, le monde va mieux. Si l'on prend la peine d'élargir notre regard, on se rend compte que les jeunes générations sont sensibles et demandeuses de tradition et de spiritualité, tant qu'elles ne viennent pas leur faire des leçons de morale et d'imposer des vérités. Et d'ailleurs, je suis souvent surpris lorsque je parle de franc-maçonnerie à des jeunes, allez, on va dire des 20 à 25 ans jusqu'à 30 ans. Je suis souvent surpris de voir à quel point ce que je craignais présenter comme ringard, contraignant et conservateur est reçu comme moderne, libertaire et progressiste. Je dois avouer que j'ai même peur de présenter la franc-maçonnerie à des jeunes, parce que je me dis toujours que ça ne va pas être dans leur façon de penser et que ça va un peu peut-être les provoquer, puis ils vont me dire « mais c'est qui ce vieux con qui vient me parler de franc-maçonnerie ?» Et finalement, je me rends compte qu'il y a une résonance qui se passe quand on dialogue avec des plus jeunes. Et dans le monde de fou dans lequel nous vivons, la franc-maçonnerie ouvre cet espace de liberté, un espace qui se veut en marge, hors du temps et de l'espace, hors du temps flou de notre vie moderne et hors de l'espace, notre espace familial, amical, professionnel. C'est une sorte de parenthèse qu'on ouvre comme ça en tenue de loge. Et c'est une sorte de parenthèse, c'est un espace des possibles, puisque si l'espace et le temps de la loge sont fermés, une tenue de loge, ça dure aller de 8h à 22h ou 23h, donc c'est bien précis dans le temps. Les murs des loges sont fermés, ne sont réservés que aux personnes qui ont été initiées. Mais dans cet espace fermé, c'est l'espace infini de la pensée qui peut s'y déployer. Alors on dit en loge, j'ai repéré comme ça quelques mots qui peuvent être intéressants, on dit en loge qu'on se place bien au-dessus des soucis de la vie quotidienne. C'est une formule rituelle qui vient à un certain moment donné dans le rituel initiatique. Et on dit aussi également qu'il faut laisser les métaux à la porte du temple. Alors j'espère que vous avez laissé des sous à la porte du temple, on va s'enrichir. Alors soyons sérieux, il ne s'agit pas pour les francs-maçons et les francs-maçonnes de se placer au-dessus des autres, bien au contraire. Et en laissant les métaux à la porte du temple, comme on dit, il ne s'agit pas de se débarrasser de la matière, nous ne sommes pas de purs esprits, nous avons les pieds sur terre, peut-être un peu la tête dans les étoiles, nous avons les pieds sur terre. Mais en tout cas, c'est de laisser les soucis quotidiens au dehors. Alors je vous rassure, dès qu'on sort de la loge et qu'on retourne dans la vie courante, professionnelle, etc., les soucis reviennent. Mais c'est laisser également tout ce qui fait notre personnalité d'apparence. Nos titres, nos noms, nos ambitions, nos préjugés, nos richesses matérielles, notre bagage culturel ou cultuel. En fait, bref, tout ce qui brille d'un éclat trompeur, comme on dit chez nous. Voilà pourquoi on parle de métaux. Tout ce qui nous plombe, en fait, tout ce qui nous empêche de nous élever. Tiens, d'ailleurs, vous avez remarqué, quand on dit tout ce qui nous plombe, ça vient du plomb, ce métal que les alchimistes essayaient de transformer en or. Encore une autre voie initiatique. Alors, libérer de ce qui nous plombe, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Protéger du monde extérieur par les murs de la loge et le secret de ce qui s'y déroule, les membres des loges se retrouvent généralement 2 fois par mois. Alors, qu'est-ce qu'ils y font ? Ils y travaillent, c'est simple, ils y travaillent, ce sont des travailleurs. À quel métier ? Au métier de la construction. Qu'est-ce qu'ils y construisent ? Un monde meilleur. Par quels moyens ? En se construisant eux-mêmes. Est-ce qu'ils y arrivent ? Ils osent l'espérer. Donc 2 fois par mois, donc en moyenne, les francs-maçons et les francs-maçonnes se retrouvent dans leur loge. Ils s'y retrouvent parce qu'ils s'aiment, ils s'y retrouvent pour maçonner, ils s'y retrouvent pour échanger, pour progresser, pour transmettre, pour travailler à leur propre perfectionnement, pour travailler donc au perfectionnement de l'humanité. Vous voyez, la barre est placée très très haute en maçonnerie. Elle est placée très haute. On voit que l'œuvre est immense et vous l'aurez compris, aucun résultat n'est attendu. Il n'y a pas d'indicateur qualité dans la démarche initiatique. Que serait une humanité parfaite ? Ce qui compte, c'est le chemin et l'espérance de pouvoir y cheminer sans trop s'y perdre. Et d'ailleurs, à la Grande Loge de France, point d'engagement spectaculaire dans la sphère publique, politique ou médiatique, point d'application, juste une méthode pour construire des hommes éclairés qui participeront à cette tâche immense du perfectionnement de l'humanité, par leurs actions et leurs attitudes.
Le rôle et l'influence de la franc-maçonnerie ne sont donc pas à rechercher dans ses actions, mais dans celles de chacun de ses membres. Voilà qui explique la relative discrétion de la Grande Loge de France dans la sphère publique. En même temps, la Grande Loge de France organise, vous l'avez vu, je crois qu'il y en a en ce moment juste en dessous, des colloques sur des thèmes, par exemple, proches de la bioéthique, entre autres. Alors, je vous parlais en introduction des maçons, des francs-maçons illustres, dont on trouve les noms en général à la fin des livres sur la franc-maçonnerie, et des façons illustres comme les plus humbles. Alors, les plus illustres, on les connaît, on a les listes. Et puis, les plus humbles, par contre, ils sont plus discrets. Ce sont les sœurs et les frères qu'on rencontre dans les loges ou dans les réunions paramaçonniques autour des loges. Et c'est souvent des frères et des sœurs remarquables. Ils sont plus nombreux que les frères et les sœurs illustres. Et je pense par exemple à un frère de ma loge, un ancien militaire, aujourd'hui à la retraite, et qui aurait pu, comme beaucoup de militaires, trouver un poste bien payé de directeur de la sécurité dans un grand groupe industriel, et puis qui a choisi de monter une ONG, et puis de monter une ONG à fond perdu, et puis, je dirais, à ses heures non pas perdues. Et je pense aussi à d'autres personnes qui aident simplement d'autres personnes en difficulté ou qui mettent leurs compétences professionnelles au service d'associations, comme celles que la Grande Loge de France manage, du type l'entraide fraternelle, la poignée de main, un certain nombre d'associations qui sont autour de la Grande Loge de France et des autres obédiences et qui permettent de faire vivre cette fraternité, de la rendre en action en fait. Et puis, il y a l'exemplarité. Alors c'est dur d'être exemplaire. Et c'est comme le devoir de joie de vivre. Il y a un devoir d'exemplarité. C'est donc une valeur importante. Certes, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire « moi j'ai connu un franc-maçon, c'était pas joli. » Oui, mais moi je peux vous dire aussi que moi j'en ai connu plus d'un des francs-maçons et des francs-maçonnes et que c'était joli. Alors évidemment, tout ça reste toujours dans la grande discrétion. Alors il faut être très prudent avec les mots et ne pas confondre perfection et perfectionnement. La franc-maçonnerie est une dynamique, un mouvement personnel, collectif. C'est un mouvement qui dure depuis plus de 300 ans. Thierry en a parlé quand il a rappelé l'histoire de la Grande Loge de France. Et la franc-maçonnerie a traversé des crises graves et qui a toujours su et pu se relever et toujours qui s'adapte et colle à l'esprit de l'époque. La franc-maçonnerie du XVIIIe siècle était collée aux Lumières, celle du XIXe a porté la République et celle d'aujourd'hui est plutôt, pour ma part, plutôt spirituelle, ou elle ne sera pas, pour reprendre des mots bien connus. Mais s'il y a cette dynamique, s'il y a bien sûr ce but inatteignable, le perfectionnement de l'humanité, ce qui nous guide, il y a aussi un principe que nous partageons à la Grande Loge de France et qui nous soutient. Un principe qui nous tient à cœur, nous les francs-maçons de la Grande Loge de France. Et ce principe, on l'appelle le principe créateur, et il est désigné par le nom de grand architecte de l'univers. Alors je cite à ce propos, « La franc-maçonnerie proclame, comme elle a toujours proclamé, l'existence d'un principe créateur sous le nom de grand architecte de l'univers. » C'est peut-être l'élément le plus important sur lequel il faut réfléchir avant de rentrer en franc-maçonnerie. Car derrière ce terme de grand architecte de l'univers se cache non pas le dieu de la franc-maçonnerie, comme on l'entend souvent, mais l'idée d'un principe créateur. Un principe dont rien n'est dit, sauf qu'il est créateur. Rien n'est imposé, sauf l'hypothèse de son existence. Si l'on ne croit à rien, si l'on pense que le monde est chaotique, si l'on pense justement à quoi bon, à propos de tout, alors oui, la franc-maçonnerie n'est peut-être pas pour vous. Car la seule chose, hormis les contraintes pratiques qu'on vous demandera d'accepter, c'est donc le seul élément sur lequel il faut être vigilant. Alors si je résume à ce moment de mon intervention, nous avons donc un but audacieux, très audacieux, le perfectionnement de l'humanité, un point de départ qui est ce principe créateur. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, la méthode maçonnique. Qu'est-ce qu'on fait dans les loges et qu'est-ce qui se passe en nous quand on est franc-maçon ? Donc la méthode maçonnique, elle allie initiation, symbolisme, rite. La démarche maçonnique telle que nous la pratiquons à la Grande Loge de France, c'est une démarche initiatique. Donc la franc-maçonnerie, c'est un ordre initiatique. Alors l'initiation, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire comprendre et à faire passer. Quand j'ai écrit La franc-maçonnerie pour les nuls, donc en 2005, j'avais besoin, comme souvent quand on écrit un ouvrage, j'avais besoin d'un ou deux lecteurs qui pourraient me renvoyer les chapitres au fur et à mesure que je les écrivais pour savoir si c'était compréhensible, ce qui n'est pas toujours évident quand on est vraiment imprégné d'un sujet. Et donc j'avais choisi ma petite sœur,
Valérie, qui n'est pas là ce soir, mais elle devait être là, mais elle n'est pas là, qui m'a dit, bah ok, d'abord elle a appris que j'étais franc-maçon, elle était très surprise, elle ne connaissait même pas ce que c'était que la franc-maçonnerie, et puis elle m'a dit, ok, tu m'envoies les chapitres, et puis je vais te les lire, et je vais te donner mon avis de complètement profane. Et donc elle a lu tous les chapitres les uns après les autres, et puis elle me faisait des réflexions très simples du type, bah, tu parles de temple, mais pour moi un temple c'est soit un temple grec, soit un temple protestant, donc de quoi tu parles? Voilà, ce genre de petits détails qu'il faut préciser chaque fois qu'on fait un livre de vulgarisation. Et puis à la fin, une fois qu'elle a refermé le livre, elle m'a dit, bah, tu vois, je te connais bien, je comprends tout d'une tenue maçonnique, je comprends les symboles, je comprends les obédiences, je comprends l'histoire, les rites, etc. Mais j'ai finalement toujours pas compris ce que tu fais en franc-maçonnerie et ce que ça t'apporte. Parce que justement, on était dans le cœur même de la démarche maçonnique qui est l'initiation, et ça c'est très difficile à faire passer par un livre. C'est pour ça que j'ai voulu faire une fiction, donc ce roman qui permet de faire passer par une autre voie, de faire ressentir peut-être plus par le cœur que par l'intelligence et la raison, ce que c'est que l'initiation. Alors si je peux dire aujourd'hui, comme beaucoup ici, que j'ai été initié au mystère de la franc-maçonnerie, j'aurais du mal à dire que je suis un initié. C'est quelque chose que j'ai du mal à dire, je suis un initié. Cela laisserait entendre que je sais des choses que vous autres profanes ne savez pas, bon, ce qui est peut-être un peu vrai, mais ça laisserait entendre aussi que je suis supérieur à vous, puisque moi je suis initié et vous ne l'êtes pas. Alors rien de tout ça. Certes, il y a des secrets maçonniques, et même si ce terme, et nous y reviendrons, revêt un aspect très différent du sens commun, l'initiation n'est pas de cet ordre. L'initiation, c'est un projet individuel de perfectionnement et d'émancipation. Nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque nous entrons en loge, nous laissons nos métaux à la porte du temple. Plus encore, l'initiation impose de laisser derrière nous l'homme ou la femme que nous étions pour laisser vivre en nous un être nouveau. Et en même temps, au moment où je dis ça, je me dis que peut-être les termes comme être nouveau, initiation, perfectionnement, émancipation, secret, mourir à soi, meurt et devient, tous les termes qu'on associe souvent avec la pratique initiatique, tous ces termes sont porteurs de sens multiples et qui peuvent séduire comme ils peuvent faire peur. Dans le cheminement initiatique, si le but est comme une étoile inaccessible, ce qui importe c'est le voyage. C'est le voyage parce que c'est le voyage. Et ce voyage n'est pas seulement le moyen, mais c'est aussi le but. Car le but, c'est le voyage initiatique qui transforme l'initié. À ce propos, je vais citer le poème bien connu qu'on retrouve aussi souvent comme illustration dans les planches maçonniques. C'est le poème du poète espagnol Antonio Machado qui exprime si bien cette idée. Voici ce que dit le poète Machado. Il dit « Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas, c'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant, et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler. Alors aurons-nous, nous, francs-maçons, un jour le courage de nous retourner pour voir nos pas? Bien sûr, tout ça peut rester très intellectuel. On peut faire beaucoup de conférences sur l'initiation, et on peut disserter pendant des heures sur ce sujet. Mais n'oublions pas que l'initiation, qu'elle soit maçonnique ou autre d'ailleurs, n'est pas intellectuelle, elle est réelle, elle se vit. Elle s'inscrit dans nos corps, elle s'inscrit dans nos esprits, elle est physique, et des épreuves qui ponctuent, par exemple, la cérémonie d'initiation au premier degré du rite écossais ancien et accepté que nous pratiquons, elle est là pour le montrer. Ce ne sont pas des lectures de textes, ce ne sont pas simplement des représentations. Les mythes ne sont pas joués par des acteurs, ils sont vécus. Il n'y a pas de spectateurs en franc-maçonnerie, il n'y a que des acteurs. Alors bien entendu, ces rites et toutes les pratiques initiatiques qui sont utilisées dans les rituels maçonniques sont anciens, ils se sont transformés, ils ont évolué au cours des siècles. Et les rites que nous pratiquons en franc-maçonnerie, et plus précisément le rite écossais ancien accepté, ils sont ancrés dans notre culture d'aujourd'hui. Et lors de la cérémonie d'initiation au premier degré, par exemple, le postulant ne se retrouve pas nu comme un nouveau-né, il ne se retrouve pas recouvert de peinture, tatoué ou le crâne rasé, trempé dans l'eau froide, bousculé ou obligé de marcher sur des braises. Mais cependant, les épreuves initiatiques sont nées dans les salons, donc n'ayez crainte des choses qui peuvent vous arriver. Mais cependant, la cérémonie est une épreuve, un moment de rupture, et ceux et celles qui l'ont vécu s'en souviennent encore. Elle est le lieu de passage entre profanes et initiés, elle est rupture et acte qu'il y a un avant et un après. Il n'y a pas de retour possible, un adulte ne peut redevenir un enfant, un initié ne peut redevenir un profane. Alors à la franc-maçonnerie, à quoi bon ? Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. En tout cas, j'ai peut-être paru un peu comme témoigner de mon expérience, de mon goût et de mon amour pour la maçonnerie et de mon amour pour les francs-maçonnes et les francs-maçons avec qui je travaille. Ça, c'est important.
Je suis ni un témoin ni un modèle, bien loin de ça, mais j'espère que je vous ai fait sentir un peu l'espérance que porte la démarche initiatique qu'elle est proposée par la franc-maçonnerie. L'espérance bien sûr d'un monde meilleur à découvrir et à construire, l'espérance d'un homme meilleur, d'une femme meilleure à découvrir et à construire. Donc c'est l'espérance qui nous met en route sur le chemin initiatique proposé par la démarche maçonnique, telle que nous la pratons ici à la Grande Loge de France. Je vous remercie.